Parfois, la boussole se dérègle, le nord se brouille, les repères vacillent. Septentrion est né de ce vertige. Un podcast pour celles et ceux qui explorent le monde, pour celles et ceux qui le racontent dans des livres, des films, mais surtout des engagements. Je m'appelle Stéphane Dugast, je suis auteur, réalisateur et explorateur à ma façon. Bienvenue sur mon podcast Septentrion, là où souffle l'aventure. Elle est pas du genre à avoir froid aux yeux, surtout au guidon de sa moto Triumph 800 cm3. Elle a sillonné l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Sud, de Paris à Vladivostok, sur les routes, les petites routes, les autoroutes, les pistes poussiéreuses. Bref, elle y a trouvé sa voie et sa liberté. Chemin faisant, elle a aussi découvert la liberté des autres. Elle les a interrogés. La liberté surtout des femmes, multiples, fragiles et puissantes. Fragile et puissante, tiens, c'est un peu comme elle. Elle s'appelle Mélusine Malander. Elle est motarde, cinéaste et exploratrice. Je suis parti à sa rencontre à La Rochelle, un jour d'automne, il faisait froid. Et j'avais un stratagème en tête, car plutôt que de l'interroger sur toutes ses expéditions, j'ai eu envie d'abord de l'interroger sur son livre, et vous allez voir, remonter le fil de son parcours. Un parcours étonnant. Alors je vous laisse écouter. On a marché, on a évidemment papoté, on a ri, on a souri, on s'est ému, et c'est les émotions que je vous partage, histoire de nous réchauffer les cœurs. On va commencer par un sourire et un rire, celui de Mélusine. On est fifave, je mets mon bonnet, et on va sortir. Bah oui, Mélusine a aussi son bonnet. C'est parti. Bon alors Mélusine, petite grosse visite au FIFAV. T'es une habituée d'ailleurs de ce festival du film et du livre d'aventure à La Rochelle. Oui et non. En fait, mes films ont l'habitude de venir ici, moi moins. Ce n'est que la deuxième fois que je viens. Par contre, les films, ils sont souvent venus ici sans moi. Et tu es arrivé, rappelle-moi, tu es arrivé il y a 2 jours, Je suis arrivée il y a 2 jours. D'accord. À la fois présenter le dernier livre, La Route du Tigre, et aussi parce que je fais partie du jury féminin, le prix de l'aventurière. Tu peux peut-être, d'entrée de jeu, nous dire la Route du Tigre, ce livre, qu'est-ce qu'il raconte Le livre raconte un voyage que j'ai fait à moto de presque 10 mois entre Jakarta et Paris. Je me suis arrêtée au Myanmar, au Népal, au Bangladesh, au Pakistan et en Iran et en Indonésie pour poser cette question aux gens de Chambly. C'est quoi la liberté? Qu'est-ce que c'est un moment de liberté? Et j'ai fait cette expédition il y a un moment déjà, il y a 10 ans. J'en ai fait des films et des documentaires. Il y avait eu les routes de la liberté, qui est le livre qui est sorti il y a 2-3 ans déjà. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, ça a été une volonté de toi ou plutôt ça a été soufflé par l'éditeur, l'éditrice qui t'a dit ce serait bien de revenir. Ça vient d'où là? Ça vient beaucoup de l'éditrice, mais aussi ça permettait d'aller un petit peu plus loin. Le premier livre, en fait, explique toute une démarche de comment j'arrive à cette question de la liberté, à la fois dans ma transformation de personne qui part au départ vers l'inconnu, vers soi, puis ensuite se pose des questions et ensuite met en place un travail. Et donc c'était hyper intéressant dans le premier volet de raconter tout ça. Mais c'est vrai qu'on reste un petit peu frustré parce que je dis je vais travailler sur la liberté, je vais interviewer des personnes et finalement on a très peu de réponses de ces questions de liberté. Et ce deuxième livre répond à ça. Là, tu rentres plus dans le détail. Parce que je rappelle le premier livre que moi j'ai dévoré, je fais un aller-retour je ne sais plus où dans le train, j'ai lu à l'aller. J'étais pressé d'être au retour pour lire la suite et je t'avais même envoyé un SMS pour te dire que je t'avais dévoré. Et tu m'as dit t'es sérieux? Là la Route du Tigre, on est vraiment plus focalisé sur... C'est un travail qui est peut-être un peu plus littéraire encore parce qu'il a fallu... T'as travaillé comment sur ce livre? Il y a les notes d'expé parce que c'était quand même il fallait pas oublier l'aventure parce que c'est quand même une aventure d'une personne qui partit avec sa moto seule dans ces pays-là. Mais ce qui était aussi important, c'était cette quête de liberté, ces réponses, cette diversité de réponses, et aussi qu'elle fasse résonance aussi à nos questions à nous. D'accord. Sur la liberté.
et d'essayer d'avoir un livre aussi équilibré, et plein de choses. Donc là, mon éditrice Claire Ledovian m'a énormément aidée, évidemment, ma collaboratrice Marion Coquet aussi, et Christian Clot, qui est un peu mon associé et ami. Mais en tout cas, moi, avec l'aide de toutes ces personnes-là, je pense qu'on a réussi à faire un livre qui me ressemble, qui est le mien aussi, qui réussit à parler de tout ça avec une forme d'aventure aussi. Et du coup, dans ce travail d'écriture, tu t'y mets d'abord ou tu laisses les autres t'y mettre d'abord? Ça se passe comment? D'abord, j'ai revu les films, même parce que j'ai beaucoup d'images, beaucoup d'archives vidéo de tout ce que j'ai fait. Donc, je suis replongée dans les récits par le documentaire. Ma collaboratrice aussi. Je me suis replongée aussi dans mes écrits, mes notes que j'avais de l'époque, en journal. Ouais, sur le vif. D'essayer de me rappeler aussi la personne que j'étais, parce que c'était il y a 10 ans, et j'essaie quand même d'être un peu fidèle à la personne que j'étais à l'époque. Et pourtant, j'ai changé. Donc, et on a toujours envie de se dépeindre géniale, héroïne, etc. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et puis aussi, ma pensée a changé. Donc, dans la démarche, ça a une influence. Donc, c'est réussir à faire le passage, en fait, dans le temps de mon moi. Ensuite, il y a aussi les personnes que j'ai beaucoup, qui m'ont touchée dans le voyage. Donc, j'ai fait une liste de toutes les rencontres qui avaient du sens, pour pas non plus avoir des redites, parce on peut pas avoir, on va dire, 3 personnages qui disent non, la liberté, c'est faire ce que je veux. Ce serait pas intéressant. Ou qu'il y ait que des rencontres qui soient au début, puis à la fin, en fait, je rencontre plus personne, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il fallait, donc j'ai fait une liste de toutes les personnes que j'ai aimé rencontrer, de toutes les péripéties aussi qui s'est passées. Et ça s'est construit en faisant des choix, dans les intérêts aussi, du message que ça pouvait apporter. C'était un puzzle où il y avait les pièces du puzzle, il fallait choisir les pièces du puzzle, enfin choisir même le cadre du puzzle, les pièces du puzzle et réassembler tout ça, ce qui paraît très facile en te lisant, j'imagine, mais ce qui, quand tu le fais, est juste c'est une tannée, quoi. Oui, et puis il faut une évolution aussi, que on ait tout de suite des réponses. Je sais pas. En tout cas, il fallait aussi une évolution dans le personnage qui avance, et donc trouver un équilibre là-dessus. Donc c'est bien aussi d'avoir des gens extérieurs qui sont capables de dire bon là, peut-être on s'ennuie, ou peut-être cette personne est vraiment intéressante ou pas. Et c'est le livre dont finalement t'as le plus donné? Je dirais que c'est celui qui m'a vraiment beaucoup interrogé, encore plus, je dirais, sur ma propre liberté de femme. Étrangement, c'est celui qui m'a demandé le plus d'efforts là-dessus. C'était que de l'effort ou aussi du plaisir, un accomplissement? Si, il y a quand même à la fin, il y a une forme d'accomplissement. Je suis satisfaite. Je suis quand même contente que ce livre existe. Et j'espère que c'est fidèle en fait aux personnes que j'ai dans le témoignage. Mais ça m'a quand même beaucoup replongé, fait réfléchir. Parce que quand on vit le voyage, même si on interroge les gens, on est toujours dans une forme d'avancée, d'action, on vit le truc, on n'a pas le choix, on est un petit peu en résistance et voilà. Et là, il s'est passé 10 ans, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir. Ouais, un petit peu. Et donc, du coup, ça me renvoyait à beaucoup de choses, et aussi sur le fait que ces situations qui sont très éloignées de nous, on pourrait penser qu'elles sont très, très éloignées de nous, elles sont des miroirs grossissants de choses qui existent chez nous. Et je pense que c'est ça aussi, que ça fait ce travail-là. Je l'ai aussi fait parce que il y avait aussi peut-être une action militante de mon éditrice, ou de mettre l'accent sur des récits féminins. Chose qui a jamais forcément été quelque chose sur lequel je me suis sentie légitime, ou j'ai forcément eu envie. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé bien de partir à moto. J'ai jamais eu de problème à partir avec la moto. J'ai quand même beaucoup plus de mal dans le récit et dans le fait de restituer ses aventures et de se retrouver légitime à dire bah oui, j'ai fait quand même quelque chose. Il y a plein de vélos qui passent autour de nous parce que c'est vraiment la ville du vélo. Là, en faisant ce deuxième livre, il y a aussi le côté récit d'aventure, et que on va rentrer dans une littérature d'aventure qui est très masculine, et ma littérature d'aventure ne correspond pas à cette catégorie-là. Enfin, D'accord. Alors, quand tu dis masculine, ça veut dire on est dans la testostérone, dans l'exploit, je suis le plus fort, je suis zéro défaut, ou je vais toujours aller plus vite, c'est quoi?
Ça va peut-être beaucoup être sur de la performance, du dépassement peut-être technique, peut-être dépassement physique, sportif, et que, on va dire moi, ma performance est beaucoup plus dans une forme de longueur et dans une rencontre et dans un caractère plus humain qui m'intéresse davantage. Et il n'y a pas de pic. Enfin, dans mon aventure, bon, enfin, c'est pas non plus. Enfin, moi, je meurs pas toutes les pages. Enfin, c'est pas haletant comme expédition. Voilà, je vois une crevasse qu'il faut que je traverse, par lequel il va falloir que je passe, et peut-être j'y arrive pas, et puis pas d'oxygène. J'en sais rien. Enfin, des récits que j'adore, enfin que j'aime. Hein. Au demeurant, c'est pas un problème. J'ai pas à dire que c'est pas bien ces récits-là, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut. Voilà, enfin, faire ce chemin de se dire oui, bah ce récit-là de rencontre d'une personne qui va avec sa moto et qui rencontre des femmes dans des cuisines, peut-être elle est intéressante. Et même la valeur des réponses que j'ai eues, elles ont de la valeur, j'en suis convaincue. Mais là, il fallait que ce soit moi qui l'écrive. Et donc, en l'écrivant, je suis obligée de signer et de dire je l'ai fait. Et c'est pas pareil pour moi que de faire un film avec des images que j'ai fait, mais que j'ai l'impression d'avoir fait ensemble avec les personnes qui m'ont donné ce temps. Donc, je construis, je crée avec une matière qui a été faite seulement parce que des personnes ont accepté d'être filmées, accepté de me parler. Et quand je coupe, évidemment, c'est mon montage, mais j'ai l'impression que je le trahis moins. Là, il faut que je fasse un parti pris, de dire, cette personne, elle a une intention. Je suis obligée d'inscrire dans le mot, que la personne, elle est comme ça. Et c'est hyper dur. Moi, j'y arrive pas, en fait. Tu veux dire que c'est un jeu, enfin, c'est toi, le jeu est encore beaucoup plus assumé, et dans tes choix, tu peux être moins masqué par rapport à l'effet de montage, et tu dois vraiment... Dans un montage, on peut faire deviner au spectateur, enfin, je suis pas obligée de tout dire et de tout écrire et de tout commenter. Le spectateur a aussi sa place d'interprétation, et puis il interprète ce qu'il veut, ou ce qu'il peut, enfin, je ne sais pas. Dans un livre, à un moment donné, il faut quand même prendre par la main le lecteur et lui dire, bon, bah, là, il s'est passé ça. Je peux pas tout suggérer. Et notamment sur les gens. Quand même que bon, bah, voilà, le cadre, il est comme ça. Et là, l'importance des mots, voilà, ça du poids. Moi, c'est un métier, hein. C'est pas toi que je vais te dire. C'est une grande responsabilité. Et là, encore plus, parce que du coup, comme voilà, enfin, ce livre-là m'a demandé plus d'efforts. Et donc, du coup, tu t'as repris les interviews au long cours du monté et du non-monté, évidemment. Tu as réécouté les gens. J'imagine que tu as été surprise en disant, tiens, je m'en souvenais pas que t'as découvert des pépites. Tu te rends compte que ta mémoire est complètement défaillante. Oui, enfin, on a une mémoire des émotions. Voilà, c'est ça. Puis t'as tellement fait de choses que, bah voilà, Donc c'est pareil, pour eux-mêmes se dire, bon, tant pis, peut-être je vais garder que la mémoire de cette émotion, c'est ce qui compte. C'est pas que le mur soit bleu, blanc, gris, c'est important. Donc du coup, dans ce récit, il y a à la fois du sensoriel, de la progression géographique, puisqu'on est sur un récit de voyage, une parole qui est très forte, en filigrane, la liberté, puis une notion de liberté qui est dans le monde. Est-ce que d'ailleurs, cette notion de liberté, en 10 ans, elle a changé? Est-ce qu'il y a plus de liberté, moins de liberté? Ou c'est quoi d'ailleurs ton ressenti par rapport à tout ça? Il y a plein de formes de liberté. Il y a la liberté étatique, enfin de pouvoir aller dehors, d'avoir un passeport, de pouvoir juste être une personne, un humain. Et après, il y a la liberté intellectuelle ou les capacités. Donc, je pense que c'est toujours une question toujours d'actualité. J'ai envie de penser que c'est pas pire, mais c'est une question qui est tout le temps rebattue. On a à la fois énormément de liberté en France, c'est indéniable, mais ça suffit pas de dire ça. Il y a des tas de choses qu'il faut quand même faire changer, évoluer. Et moi, j'ai plutôt un prisme sur le genre, sur la condition des femmes. Comme il y a le fait de parler du consentement, le fait de parler des violences sexuelles, ça paraît assez atroce de parler de ces sujets-là, mais c'est des sujets qui étaient complètement cachés, tabous, et on en parle. Donc pour moi, c'est des avancées. Plus le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place entre groupes féministes, et ça bouge, et c'est bien. Mais à côté de ça, je vois Laïc qui arrive, et ça me fait hyper peur. Et qu'est-ce qui t'effraie, justement? Parce que c'est une distorsion de réalité, parce que on est dans ceux qui possèdent en fait la communication, les réseaux sociaux, l'AI, sont eux qui vont dicter une vision du monde.
Et du coup, quand on se retrouve à avoir que cette vision-là, on a une vision extrêmement tronquée de la réalité et elle nous pousse vers des choses qui ne sont pas vraies et qui servent des dessins qui sont pas l'humain. D'accord. Tu penses évidemment à Elon Musk, tous ces gens-là qui... Mais comment l'expliquer un petit peu mieux? Alors, juste pour que tu trouves l'inspiration, regarde, on continue, là, on longe le port. Je suis en train de chercher le nom de la porte. C'est des restes des fortifications de La Rochelle. C'est magnifique. Hein. Une ville très puissante, commercialement. Les sièges de résistance pour les protestants. J'ai lu ce matin les panneaux, c'est pour ça que je me la pète. C'est vachement bien fait d'ailleurs, les panneaux. En fait, le travail que j'ai fait dans les documentaires, dans le fait de partir dans des lieux qu'on connaissait peu, mal, d'essayer de donner une voix à des personnes qu'on n'était pas, dans un univers médiatique qui pouvait être très oppressant à l'époque, il était important. Et c'est le rôle des aventuriers ou c'est le rôle des voyageurs de témoigner en fait d'une autre réalité, d'amener une diversité dans les récits. Sauf que là, j'ai l'impression que les choses sont très accélérées. Et en fait, avec une rapidité immédiate et avec des choses qui sont fausses. Enfin, moi, je vois sur Facebook, enfin, tu trouves des baleines qui dansent. Enfin, non, mais tu vois tu vois Trump qui fait je sais pas qui. Enfin, en fait, tu te demandes où est la vérité. Et c'est là où et en plus, les algorithmes t'encouragent à aller vers des récits extrémistes. Et t'empêche en fait de t'extraire, d'avoir une pensée, on va dire, objective, d'avoir une information qui est claire, qui est saine, et qui, après, chacun doit faire ses choix, et ça, ils ont ses avis. Mais l'information qu'on reçoit, qui est très rapide, qui est instantanée, il n'y a pas de garantie de sa fiabilité parce que les gens n'ont pas le temps, les journalistes n'ont pas le temps. Et ça m'inquiète. Ouais, c'est un peu un lieu-dit, je vais dire ça. C'est bien de le dire et c'est bien de le partager. Ça va aller, quoi. On peut même trafiquer de la vidéo, quoi. Oui, là, j'ai vu une vidéo de femmes en Iran qui font du hard rock sans voile. C'est une AI. C'est une intelligence artificielle, c'est une fausse vidéo. Alors là, il y avait la décence de marquer que c'était une fausse vidéo avec une forme d'espoir les femmes qui cherchent ça. Et quand même, c'est gênant. À un moment donné, comment on arrive à se faire son opinion et se construire en fait sur des choses dont on n'est pas sûr. Et parce qu'on est des animaux, oui, on est des animaux les humains. Et on travaille sur des émotions qui sont de la joie, mais qui sont aussi de la colère et de la peur. Par ces images-là, on accentue en fait des climats de peur, des climats de terreur, des climats de colère et qui sont pas bonnes. Et bon, voilà, ça c'est. C'est dit. Bref. Mélusine, quand elle avait 8 et 10 ans, elle était comment? T'as grandi où? Tu faisais quoi? Et est-ce que tu te destinais, allez, j'utilise les grands mots, vers une carrière d'exploratrice, aventurière, comme tu veux? Mélusine, quand elle avait 8 ans, elle voulait parcourir le monde. Ouais. Ça n'a pas changé. Elle vivait dans les Landes. Elle vivait dans une maison, une grange, à moitié retapée par ses parents au milieu de la forêt. Sa mère avait un cheval. Et son rêve, c'était de parcourir le monde, de prendre un bateau, d'aller en Inde. C'était ça, son rêve. Je trouve que j'ai bien réussi ma vie. Ah ouais? Et du coup, c'était nourri par le cinéma, la télé, les livres, ou c'était tes parents, c'était... Je pense que j'ai pris là où je pouvais. C'est-à-dire que mes oncles et tantes avaient vécu au Maroc. Ils avaient été scouts au Maroc. J'ai été bercée par ces histoires-là de scouts, mais vraiment, on dirait dans les années 60, après-guerre. Donc, il y avait des serpents, des scorpions. Donc, il y avait ces récits-là. J'ai une tante qui était partie en Inde avec une copine après ses études. Je trouvais ça génial. En fait, j'ai piqué les choses qui me plaisaient. Mon père est anglais, donc mes parents étaient venus d'Angleterre avec un vieux taxi, leur chien. Parce que bon, ça s'était mal passé, mais voilà, ils étaient en exode. Ils ont voyagé. Il y a eu toujours dans ma famille des liens entre l'Angleterre, la France. Les parents accueillaient beaucoup de monde à la maison. On avait à la fois des immigrés marocains, parce qu'on en avait beaucoup dans le village où on était, que des Allemands, des touristes. Voilà. Donc, la maison était une maison d'accueil.
tailleur est venu chez nous et mes parents n'avaient pas peur. Moi, ça m'a donné envie d'y aller. Et donc, vu que tu grandis dans cette insouciance, dans cette ouverture, dans cette liberté, dans ces grandes tablées, dans ces récits, et toi, tu t'empruntes les chemins de la vie, tu devais être un petit peu en décalage avec le système scolaire ou un petit peu quand même. Alors, pas le système scolaire, mais les autres, parce que je l'ai bien, je suis une enfant extrêmement obéissante. Depuis qu'à longtemps, je suis vraiment la bonne élève. Moi, je fais partie du top 5 des bonnes élèves de la classe. Je n'ouvre pas, tu apprends ta leçon, j'apprends ma leçon. Par contre, je suis la fille bizarre de la classe. En accord, en fait, avec vous, j'ai pas besoin de la dernière sauce, poivre et sel, enfin, poivre blanc. Ouais. Ça me parle pas. Voilà, tu vois, en fait, j'ai un décalage total avec les envies, ce qui est important pour les autres enfants. Moi, T'es la fille un peu bizarre, Voilà. brillante, sympa, mais bizarre. Donc si on est un peu dans le courant, comment dit ma fille, ça a été populaire ou t'es pas dans les populaires quoi. Ah, pas du tout. Non. Voilà. On peut pas dire ça. Surtout qu'en fait, il y a un moment donné qui va se basculer, c'est qu'à 9 ans, on va aller venir on passe des Landes à la banlieue parisienne. C'est là que ça va être vraiment le choc, parce que encore dans les Landes, Bon, je ouais. veux dire, tout le monde est un peu au même niveau. On a tous récupéré les fringues du tonton, de la cousine, du machin. Il n'y avait pas t'as pas la trousse poivre blanc. Mais quand t'arrives à la ville, alors là, bam, là, tu te prends un petit, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu te retrouves dans une tour au 9e étage. C'est un petit peu violent. C'est quoi? C'est dans l'Essonne, dans le mémoire? Dans les sons. Et là, bim, compliqué. Voilà. Tu vois, c'est les années collège, lycée. Le cauchemar. Tes rêves Bah oui, parce que, enfin, mes rêves, je les ai toujours, mais c'est toujours très difficile à exprimer parce que je suis face à des personnes qui, dans mes amis, comment dire, c'est difficile cet exercice vocal. Mais je suis dans une banlieue qui est calme, qui est tranquille, qui est gentille. Mais les aspirations de mes amis, c'est rentrer dans la police, faire assistante de direction, peut-être travailler dans une banque, peut-être faire prof. Quand je dis, bah moi, je vais prendre un voilier et faire le tour du monde. Voilà, j'ai trouvé hôtesse de l'air parce que c'était un métier, voyager. Je vais vouloir être hôtesse de l'air, parce que ça correspond à mes métier qui est cohérent. Je veux voyager, j'adore les avions. J'ai découvert l'avion à 5 ans. Je trouve que c'est formidable d'être dans les airs, ça magie. Je vais faire un stage Air France. Ma mère me dégote un stage en 3e. C'est une héroïne, ma mère. Ah ouais, énorme. Ah bon. Et c'est génial, sauf que là, je me rends compte que être hôtesse de l'air, c'est être un peu serveuse de l'air. Je suis un peu déçue. Je suis peut-être comme tous les enfants qui vont pas bien. Je dis, je vais devenir psy. Je me dirige vers ce choix de dire, bon, moi, je vais être psy. Ça me semblait bien. J'aimais bien écouter les gens. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Sauf que, manque de peau, la fac qui m'accepte, parce que je voulais aller dans une école qui m'accepte pas. Je l'ai pas assez mal. Ah merde. Non, je rigole. Ouais. Mais je me retrouve dans une fac de Nanterre et là, il y a eu un soubresaut familial de mon arrière-grand-mère qui a dit « C'est une fac d'anarchistes, révolutionnaires ». C'est là que je me suis aperçue qu'en fait, mon arrière-grand-mère était un peu réac. C'est hors de question qu'elle y aille. Et c'est vrai que je ne l'ai même pas questionné. Puis j'ai dit à ma mère, moi, j'aimerais faire du dessin. Et là, ma mère a pris les choses aussi en main. Ah ouais, ta maman est... Ma mère, elle est t'es proche d'elle, ouais, énormément. Ouais. Elle s'appelle comment? Ariane. Ariane. Et donc Ariane, il y a du caractère et... Ah oui. Est-ce que vous êtes combien de frères et sœurs, si c'est pas indiscret? On est 2 sœurs, ma mère et mon père. Et elle a dit, écoute, si tu veux faire du dessin, tu feras du stylisme, parce que si c'est pour décider des pots de yaourt et dire que c'est de l'art, c'est hors de question. Donc, je me suis retrouvée dans une école de mode, fait une spécialisation costume de scène, et je suis devenue costumière, habilleuse, parce que... C'était logique, ça te plaisait. C'était faire des vêtements pour des gens, avec des histoires qui s'entremêlent, l'histoire du récit, l'histoire de la personne, l'histoire du rôle. Ça me plaisait beaucoup. Finalement, le documentaire, c'est aussi ça. C'est des histoires de gens. Et je m'y retrouve beaucoup là-dedans. Le pas entier dans l'aventure, c'est cette moto, cette Honda que tu vas ramener au Japon, où là, à un moment, tu te dis, je fais le voyage que j'ai envie de faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est aussi, que tu racontes d'ailleurs très, très, très bien tu racontes dans quoi? Dans le livre? Dans le livre. Ouais, dans le livre, ouais. Et tu racontes aussi dans un roman graphique. On reviendra, une bande dessinée, je sais pas comment on dit. Back to Japan.
Donc, le Japon, cette moto Honda 125, et là, tu vis une aventure, tu vis la vie d'aventurier, là. Ouais. Après, il y a aussi la rencontre avec Christian, Christian Clot. Christian Clot, qui a été mon conjoint pendant pas mal d'années, que j'ai rencontré avant de faire ce voyage à moto, qui lui est un explorateur pro-del, et que moi, je suis là, waouh, c'est génial, c'est trop formidable et tout, et que je tanne pour qu'il m'emmène. Parce qu'on tu le rencontres en quelle année? Je le rencontre en 2002. D'accord, oui, donc il a fait la Patagonie. Il a fait la Patagonie avec son épouse Karine Medard. Il a fait ensuite il fait sa traversée de la cordillère de Darwin. Enfin voilà, tout ça se passe parallèle. Moi, moi je travaille comme habilleuse. Mais et là, toi, tu le rencontres, t'es en conférence, t'es des amis, Ah, tu connais cette histoire? Mais non, je la connais pas, justement. Mais parce que Christian, il était cascadeur aussi. Et donc moi, je le rencontre au parc Astérix. Parce qu'il est cascadeur au parc Astérix. D'accord. Oui, c'est les vieux dossiers. Non, mais non, c'est pas un vieux dossier, voilà. Christian, quand je le rencontre, il fait des sauts de hauteur de 45 mètres de haut. Il fait beaucoup de cascades. Et au parc Astérix, c'est aussi le moyen pour lui de travailler la saison, 16 heures, et de partir en expé l'autre moitié. Voilà, de gagner sa vie, puisqu'un explorateur, voilà. Et encore plus en débutant, c'est compliqué. Exactement. Donc moi, je le rencontre au parc Astérix, où je suis habilleuse. Et nous, pendant plusieurs saisons, on va se voir. Et puis, à un moment donné, voilà, on va avoir une vie commune ensemble. Et bon, moi, je continue ma vie. J'ai envie de vivre des aventures, mais évidemment, je suis pas... Donc, du coup, toi, tu continues, t'es costumière, mais qu'est-ce qui fait que tu passes à l'action? C'est un ras-le-bol? Tu dis non, c'est maintenant? T'as quel âge? En fait, c'est pas un ras-le-bol, c'est que ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je vais partir sur des missions humanitaires. Je vais faire backpacker. Je pars avec mon sac à dos, mon guide du routard à l'époque. Ouais. Voilà, je suis très heureuse dans ce type de voyage. Mais j'ai envie de découvrir la Patagonie. Donc j'essaie de dire à Christian, c'est très bien, la Patagonie. Bon, il veut pas, parce que j'ai pas le niveau. Ah non, il est rude, hein. Elle est rude, là. Ouais. Il est hyper dur. Hein. Intransigeant. Suisse, franco-suisse. Moi, je passe après Karine Mozart, sans être vulgaire, mais avec qui il a construit, en fait, un modèle de vie en couple, de cordée aussi, qui est intense, en fait. Moi, c'est sûr que je peux pas faire ce qu'elle fait. Elle va en haut de la montagne. Moi, à ce moment-là, c'est impossible. Hein. Et il a raison, en fait, du tout le niveau. Mais il va se trouver, et ça, c'était dommage, mais en fait, il va avoir une spondylodicite qui va le mettre vraiment à terre à l'hôpital. C'est quoi une spondylodicite? En fait, il va avoir une bactérie qui va se loger entre les vertèbres du dos. Et en fait, il va être complètement alité pendant plus d'un mois. J'ai cru qu'il allait crever. Il a été extrêmement diminué. Et donc, dans cette chance, c'est pas du tout une chance, mais dans le fait qu'il ait été diminué, j'avais enfin le niveau, peut-être. Je me moque un peu. Mais en fait, il va être extrêmement diminué. Et à la fois, il veut repartir en expédition et en Patagonie parce qu'il a vraiment à cœur ça. Mais il est plus à ce moment-là, il n'est pas forcément dans une optique de faire quelque chose d'aussi dur qu'il a fait auparavant, c'est-à-dire d'être seul en cordillère de Darwin. Parce que là, il peut moins envoyer. Donc, Et donc, il est on va dire, dans une reconstruction de corps, d'esprit. Et il se trouve que là, j'ai ma place. Voilà. Et on part 6 mois, tous les deux, à pied dans un premier temps et en kayak dans un second temps, en autonomie. Et ça va être aussi un déclencheur pour moi parce que faut voir que quand je suis partie avec lui la première fois, quand je commence à organiser mon sac, il rigole, hein. Et là, c'est quoi ça? Je dis, c'est un après-shampoing. Il me fait, mais t'es folle ou quoi? On va un après-shampoing. Et puis très vite, tu marches. Enfin, je me souviens aussi, pour dire un petit peu aussi mon état, c'est que je me souviens qu'on est débarqué au milieu de la Pampa. J'ai un sac à dos qui fait 25 kilos. On a des charrettes, on porte de l'eau. 25 kilos. Ah ouais, non, c'était horrible. Ouais. Parce que s'il y a des randonneurs qui nous écoutent, ils savent que 25 kilos, c'est compliqué. C'est hyper lourd. Ouais. Non, mais alors j'étais très sportive, courais, etc. Enfin, j'étais en très bonne forme physique. Mais quand même. Parce que après ça s'allégeait. Heureusement parce qu'on mangeait. On va dire voilà, c'était très lourd au départ parce qu'on avait toute la nourriture à porter, toute l'eau à porter et c'était extrêmement lourd. Et puis très vite, ça se diminue parce que on boit des litres et des litres. Mais quand on nous dépose, par exemple, la première fois, on est dans la pampa, il y a tout, je suis toute seule et je suis là,
là où on fait pipi, il n'y a pas d'arbus. Ah oui. Non, mais je partais de loin, hein, et j'ai dû apprendre à la dure, rapide. Et à la fin des 6 mois, j'étais opérationnelle. Voilà. C'est l'apprentissage. Et il a été patient. Intransigeant, mais patient. Il a été dur. Ah, il était dur. Il a Ouais. été dur. Mais bon, en même temps, c'était aussi une question de survie. Donc non, j'ai tout appris. Et après ça, c'est vrai que j'étais forte, en fait, de cette capacité-là. Et de me dire, c'est vrai qu'on a campé, on s'est dépassé. J'avais une force physique et mentale, en fait, de dépassement dans la douleur qui me permettait d'envisager de partir seule à moto. Voilà. J'étais quand même beaucoup plus sûre de moi. Enfin, c'est un peu, t'avais la caisse, quoi. Oui. Et dans ton corps et dans ta tête, tu savais que tu pouvais y aller, quoi. Surtout que je sais pas si t'as suivi, mais j'ai perdu mon kayak à la fin de l'expé. Ça se termine mal quand même. Ah non, je me souviens plus. C'est qu'on se prend une tempête et moi je perds mon kayak. Je suis toute seule dans la flotte, nager au milieu de rien. Je suis pas. Christian, il s'est fait embarquer, il est au loin, il est dans le fjord. Je vais devoir nager dans une eau qui est à 2 degrés. J'y arrive. Je sais pas comment. Et puis et ça se finit bien parce que ça, c'est les chances de voyage. On se retrouve, il y a le bateau qui passe au bon moment, qui nous rapatrie, etc. Enfin, voilà, ça. Et après, on a quand même repris son kayak parce qu'il fallait pas rester sur un échec. On a fait un tour quand même avant de rentrer en France. Mais voilà, c'était une expérience qui était intense. Ah, j'imagine. T'as senti enfin, t'étais quoi? T'étais en mode survie, t'as pas réfléchi, intellectualisé sur ce qui t'arrivait, fallait sauver ta peau et tu réfléchis rétrospectivement à ce côté danger, risque et fin possible? J'ai un blackout à un moment donné. Je n'arrive pas à me rappeler comment j'ai fait pour arriver. Ah ouais. Il y a un moment donné où j'étais là dans une piscine, j'étais complètement dans un état à nager. Et à un moment donné, je sais que je suis tout d'un coup arrivée. Mais je ne sais pas comment je suis arrivée là. Ah ouais, Parce que mon cerveau, il a fait un truc voilà, il s'est mis en énergie, enfin, je pense en survie. Survie. Parce qu'il fallait avancer. Mais même là, je me suis dit, c'est pas grave, il me reste quand même un kayak, on va rentrer avec la tente. J'étais pas. Optimiste. Mais par contre, quand j'ai repris le kayak après, je me suis rendu compte que j'avais été extrêmement terrorisée. En fait, à un moment donné, on va pour traverser un canal, fait 20 km. Ça, c'est le canal de Patagonie. Tout à fait. Et on se dit, OK, ça va le faire. Mais on est dans un univers où les temps changent constamment. En fait, on peut pas vraiment prévoir à 3 heures. On a que l'heure prochaine, on sait que ça va. On a la fenêtre. Et 22 km, enfin 20 km, on sait pas. En fait, on sait qu'à un moment donné, en fait, on peut vraiment se retrouver en difficulté. En difficulté, ouais. Mais on se le tente. Et à un moment donné, la tempête va se lever. Ah ouais. Mais à un point où j'ai les pagaies, mais en fait, c'est comme des voiles. Tu vois, le vent fort, en fait, j'avance, je suis tirée avec mes pagaies, tellement il y a de vent, le souffle est fort. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment me prendre une rafale qui va m'éjecter, en fait, du kayak. Les kayak de mer sont pas faits pour détripoter. Du tout. Donc, je me retrouve complètement projetée dans l'eau et je peux ni décoper, ni le vider, ni rien. En fait, je suis complètement dans l'eau. Et puis, à ce moment-là, je suis là, mais c'est bon, je vais le tirer et je vais y arriver. En fait, c'est aussi mon compagnon. Enfin, moi, je suis attachée à mes motos, mais je suis aussi attachée à mon kayak. Et puis, il y a tout dedans. Enfin, il y a quand même une partie de la nourriture, il y a une partie du matériel. C'est important, c'est notre vie, le kayak. Et je me dis sur le coup, bon, ça va le faire. Christian, il arrive comme une balle, parce qu'en fait, moi, j'allais plus vite. Lui, il avait un kayak double, il était très chargé. Il arrive, il gueule dessus en disant « Mais lâche ce putain de kayak, tu t'accroches à mon kayak !» Et je suis là « Non, c'est hors de question, il y a la nourriture, je vais y arriver, c'est bon !» Et il est là « Mais putain !» Et je l'écoute pas, je refuse. Il est fou. Je le vois à son regard, il est complètement taré. Et lui, il se fait embarquer par le vent, par la tempête, et il va se réfugier parce que il y a que la solution, il y a que ça qui est cohérent. Mais il a l'impossibilité en fait de revenir parce que voilà. Et moi, en fait, il va pas entre lui et moi, c'est-à-dire qu'il y avait les vagues qui montent, qui descendent, qui montent. Lui, il ne me voit pas, et à un moment donné, il ne me voit plus. Et donc moi, quand je vais arriver au promontoire, en fait, je suis au promontoire, je ne le vois pas.
Et en fait, j'ai que un choix, c'est d'escalader. Je dois grimper, ça c'est le promontoire, l'appeler, lui dire je suis là. Il revient, on essaie d'accrocher le kayak comme on peut, on essaie de sécuriser le kayak, de monter la tente pour chauffer en fait la tente et me réchauffer et manger un truc, etc. Et puis ensuite on fera un point au moment où on va mieux. Mais voilà, donc ça c'était un peu intense. Ouais. Donc ouais, bref, là ça a été une entrée fracassante dans le milieu de cet épisode. T'as conforté dans le fait, bon ça y est, ça je l'ai vécu et enfin pas, il peut rien m'arriver, mais ça y est, je suis. Oui, il y a été quelque chose de tellement arrivé loin que tu sais que t'es affolé, on va dire, enfin, mort, ouais, ça aurait pu passer, ça aurait pu mal se terminer. Mais je suis aussi partie en pensant que je pouvais mourir, alors c'était pas non. C'est pas une surprise. Non, pas bien, on part en expé, c'est tout le risque que tu dois prendre en compte. Je suis pas partie en me disant que je pouvais pas jamais me noyer, ça pouvait arriver. Mais c'est sûr qu'après ça, on a une confiance mutuelle l'un dans l'autre. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre, qu'on a une capacité aussi à avancer. Et il va faire aussi qui peut-être aussi m'a laissé partir parce qu'il avait confiance dans le fait que je ferais toujours mon possible pour avancer, que j'étais résistante, adaptative. Parce que vous faites un tandem incroyable, parce que vous avez été unis à l'écran dans les explorations et à la vie, là vos chemins sont séparés, mais professionnellement vous êtes toujours liés ensemble. T'es cofondatrice du Human Adaptation Institute et tu travailles et tu collabores toujours avec Christian. Christian et nos rôles, enfin nos situations de relations ont changé, mais je pense que l'amitié qui nous lie, elle est toujours là. Je pense que c'est ça le plus simple. Peut-être qu'on va faire l'ellipse sur ce voyage au Japon et j'incite ceux et celles qui nous écoutent à te lire ou à lire la bande dessinée Back to Japan. Peut-être si une petite parenthèse sur cette bande dessinée, c'est un projet qui t'est venu, t'es intervenu dessus ou ça a été comment? C'est l'éditrice qui l'a proposé, Karine, qui voulait vraiment faire une. Karine Leclerc, c'est même vrai. Karine Leclerc. Ouais, voilà, j'étais en train de. était chez Glénat et en fait, elle avait beaucoup travaillé avec Christian sur la collection de Booksurateurs. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que Christian avait écrit des bandes dessinées chez Glénat. Et elle est passée chez Nathan Jeunesse et elle avait adoré Back to Japan. Ouais. Et pour elle, c'était vraiment une épopée féminine, féministe, et qu'elle avait à cœur, en fait, de mettre en avant dans une roman graphique. Et elle m'a emportée, on va dire, dans ses premiers projets chez Nathan Jeunesse. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Et c'est elle qui a trouvé l'équipe de la dessinatrice Clémentine Fourcade, de Laure Garancher, pour aider à la scénarisation, parce que écrire en case, c'est quand même un autre exercice, juste déjà d'écrire un documentaire ou d'écrire un roman. Donc elle a créé une équipe féminine, parce qu'elle avait aussi cette volonté-là. Et puis, c'est Clémentine et Laure qui se sont un peu approprié le récit. Ça a été plus pour moi une découverte parce qu'elles avaient besoin d'indépendance. Là aussi, j'ai appris qu'il fallait, cette équipe-là, elles avaient besoin de s'approprier aussi l'histoire. Un lâcher prise, quoi. Et il a fallu faire un lâcher prise sur ma propre histoire, mon propre récit, et de dire bon, ok, on va se faire confiance. Et moi, je les accompagne un peu, mais elles ont besoin de s'approprier les images, leur imaginaire et de créer aussi autre chose qui toujours mon histoire. Et puis voilà, c'est peut-être aussi l'apprentissage quand on fait un récit, c'est que l'autre aussi le reçoit, se l'interprète, se le raconte. Et là, c'était pareil. Et là, le résultat, du coup, t'en es satisfaite? Je suis assez satisfaite au final. C'est pas évident de se voir dessiner aussi. Ouais, j'imagine. Et puis aussi, je pense aussi, ce qui m'a forcé au lâcher prise, c'est que j'ai à la fois eu un enfant et à la fois perdu mon père. Et j'étais pas complètement opérationnelle. Donc j'avais un peu les deux dessus la vie en même temps. Ah oui, parce que t'as donné la vie et reçu la perte d'un proche de façon assez concomitante. Et surtout d'un proche qui m'avait amené ce patrimoine immatériel qu'est la moto. C'était pas évident, en fait, d'être sur un récit de moto où il m'avait accompagné. Quand je suis sur ce voyage, il m'avait emmené en Suisse pour être sûr que tout aille bien. Il était présent. Et voilà, il y avait tout ça en même temps. T'as eu des parents aimants, quoi. Ouais, j'ai eu des parents aimants. J'ai eu des parents soutenants, aimants. J'ai beaucoup de chance.
dysfonctionnel sur certains points, mais bon. Après, je sais pas Mais- comment t'es avec ton fils, comment moi je suis avec ma fille, donc elle dira peut-être ou il dira peut-être que t'as été dysfonctionnel et moi aussi, donc Mais très bien. Ouais, Ça, voilà. voilà, chacun son chemin. Hein. ouais, voilà, on fait comme on peut. On fait tout à fait comme on peut et eux aussi, ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est arrivé au même moment et du coup, c'est vrai que c'était un peu, enfin, et ça m'a obligé à dire bon, ok, c'est vrai, je vous fais confiance, on va faire quelque chose de bien à la fin, mais c'est vrai que là, c'est pas trop le bon moment. Et elles ont été extra. Vraiment, donc, du coup, c'est vrai que c'est mon seul regret, peut-être, de pas avoir été plus investi, en fait, dans le suite. Peut-être. Et peut-être qu'en fait, voilà, c'était comme ça Peut-être que. qu'en fait, c'est bien comme ça aussi. Voilà. Et donc du coup, je raccorde à la route du tigre. On l'a évoqué un petit peu en filigrane. Féminisme, les exploratrices, les aventurières, je sais pas comment on dit. En plus, peut-être parler de ce bastion, parce que t'es membre comme moi de la vénérable, on va faire le tour, de la vénérable société des explorateurs, bastion des égos masculins himalayesques, pour résumer. Une longue histoire faite de beaucoup d'hommes. Il y a aussi des femmes, je le rappelle, et la Maillard et plein d'autres. Tout ça, D'ailleurs, ton entrée à la Société des Explorateurs, c'était pour toi évident, parce que Christian aussi et Chloé étaient très impliqués dans la Société des Explorateurs. C'était quelque chose que tu voulais pas, ou au contraire, tu disais, oh là là, c'est encore des égos himalayesques, comme je disais. J'ai mis du temps C'est Christian qui m'a vraiment poussé à ce que j'en fasse partie. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter que la candidature, de donner ma candidature. J'ai été parrainée par Jean-Christian qui était parti avec nous en Patagonie et Olivier Archambault qui est président de la CEF et qui était aussi mon prof de géographie à Paris 8. D'accord, parce que entre temps, t'as refait Des études de géographie. Ouais, D'accord. J'ai passé une licence de géo. Et pourquoi d'ailleurs, comme ça, Par intérêt. J'ai rencontré Claude Collard de Lavaux et il y avait Olivier. J'ai fait ah bah ouais, très bien, géographie. Donc t'es allé. Donc j'ai repris des études. Ça, c'était à quelle période? C'était juste en avant. 2000. C'était en fait juste après la Patagonie, juste avant Back to Japan. Ouais. Ça s'est passé à ce moment-là. D'accord. Mais l'objectif, c'était d'acquérir un peu de culture, c'était de te remettre, c'était quoi? En vrai, c'est que tout d'un coup, j'ai craqué avec l'habillage, partie en Indonésie pour devenir instructrice de plongée. Et là, je me suis dit, bah, c'est un petit peu comme le stage pour Air France. Je me suis trouvée limitée, en fait, dans la capacité à comprendre ce milieu, à le partager, en faire quelque chose qui ait plus de sens que juste emmener des gens sous l'eau. Et donc, je me suis dit, non, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Mais que faire? D'accord. Et là, bah, c'est les rencontres au café, avec toutes ces personnes. Et c'est de la géo, c'est génial, la géo, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Je dis, bah, allez, géo, c'est très bien. Et j'ai commencé mes études de géo comme ça. Donc tu es diplômé de géographie. Exactement. Ah, pop. Mais là, t'étais dans le sein des saints, parce que Claude Collin de Lavaux, je rappelle, grand géographe des expéditions en Afghanistan, on est dans les années, si je ne me trompe pas, 60-70, et on est avec le président de la Société des Explorateurs, le mentor de Olivier Archambault, lui aussi géographe. Christian, à l'époque, est vice-président de la Société des Explorateurs. Il s'active dans tous les sens, un site internet, etc., parce que la vénérable Société des Explorateurs, à cette époque-là, est comment dire, dans une posture de communication minimale. Et toi, t'es avec ces gens-là, mais t'es aussi dans un milieu qui est très traditionnel, certains diront même réactionnaire. Oui. Et toi, comment Ben, c'est pour ça que ça va mettre du temps pour moi d'accepter ou de dire, bah oui, peut-être il va falloir attendre que que je sois partie en Patagonie avec Christian et que j'ai fait au moins 3 voyages à moto, présenter ma candidature. C'est parce que j'ai fait 4 films, parce que j'avais des choses à raconter, que j'ai osé et que j'ai demandé à Olivier et à Jean-Christian si c'était OK pour eux. Et que eux ont accepté et ils étaient soutenants dans la démarche. Mais je voulais pas être l'énième femme qui postule ou qui se trouve légitime à faire des choses. Alors qu'en vrai, en plus, si on réfléchit bien, les femmes elles font aussi des trucs. C'est aussi des images qu'on a qui sont véhiculées un peu gratuites. Non, mais bon, à l'époque, moi, je débarquais de nulle part. Moi, j'avais en tout cas cette impression-là. Et donc, et maintenant, j'en fais partie. Et justement, maintenant, il y a même le thé des exploratrices, les rencontres informelles entre exploratrices. Qu'est-ce que tu penses justement de ce milieu de l'exploration qui est taxé d'être pas assez ouvert, d'être très, ce que je disais,
bastion de masculin et de testostérone. Tu as trouvé ta place, Comment dire, même si ce sont des personnes qui peuvent penser, enfin, on peut être dans un climat, on va dire, traditionnel, viril, ce sont quand même toujours des personnes exceptionnelles et inspirantes. Donc, indéniablement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour une diversité aussi de modèles dans l'aventure et l'exploration, et que aussi il doit y avoir une remise en question de ce qu'est l'exploration, qui se fait doucement. L'exploration des années 60, des années 1900 ou de ce qu'on appellerait de l'exploration maintenant, elle a beaucoup évolué au sein de la CEF. Et il y a déjà eu des remises en question, il y a déjà un reboot de ce qu'on peut appeler être exploratoire. Mais comme on est aussi une association de gens, il y a des bas, il y a ceux aussi on est une société d'absents. Donc en fait, ceux qui sont là, qui peuvent débattre et faire la CEF, c'est ceux qui sont présents. Donc c'est pas ceux qui sont aussi toujours sur le terrain. Donc ça aussi, c'est la difficulté, je dirais, de cette association. On a énormément de profils très divers, avec des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et pour faire vivre une association, il faut être aussi présent et actif. Et donc ça doit se passer par, et tu l'as parlé, on est dans une société de gens qui, pour exister, ont besoin de parler d'eux. Pas facile d'être une société de gens qui sont encouragés, amenés. Ah bah tiens, c'est ma bande dessinée. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais. Vous voulez une signature? C'est moi. C'est mon livre. Ah ouais, C'est beau, hein. trop bien, hein. Ça serait Si trop vous cool. voulez. Ah bah ouais, grave. Ouais. Par contre, t'as un truc pour écrire? Oui, je vais avoir quelque chose. Moi, j'ai pas, moi. Toi, t'as peut-être rendez-vous, Stéphane. Non, mais on va finir tranquillement, parce qu'en plus, on enregistre un podcast en même temps. Donc, la vie est Salut les belle. podcasteurs. Allez, je vais faire un Et C'est pour vous ouais. Non, c'est pour offrir à ma nounou, enfin mon nounou. Ok. Qui veut voyager? Enfin, qui aime les motos, la voyage, Ouais, le Japon. comme ça. tout ça. Il s'appelait comment? Tristan. Tristan. Un lecteur Ouais. qui a la banane, qui a le sourire, qui a un beau bonnet marron, des lunettes de soleil, et autour du... C'est quoi autour du cou? C'est de la gaine de vélo que je dois donner. D'accord. C'est singulier. Qui était Un avec copain. des anges? La gaine de vélo autour d'un... C'est de la gaine de frein, ouais. Il avait un En problème. mode de collier papou. Voilà. C'est pas mal. Je rassois. Ouais. Ouais. Ouais, c'est hallucinant. Et ton prénom? C'est Antoine. Antoine. Donc Antoine, il a Mélusine qui est quelques mètres de nous et qui est en train de signer. En plus, la Mélusine, elle fait même un dessin. Elle est trop forte. Eh ben super, merci beaucoup. Non, t'as pas fait de faute. Ah bah ouais. C'est super. Ça Bah très bien, je te remercie. va de rien. Bon, bah, merci beaucoup. Salut Antoine. Ah, c'est beau la vie. Attends, parce qu'il y a une offre de livres, il y a 500 bouquins à l'intérieur de la salle, et le gars, il sort avec ta BD. Tu me diras, avec la tranche rose. Et tu me diras, hier, j'ai fait une conférence, il y avait une dame qui avait mes 2 albums BD de Paul Émile Victor. Et je me suis dit, oh, c'est cool, elle est venue pour les signer. Et en fait, pas du tout. C'est pas hasard. T'apprends l'humilité. Vous êtes venu pour... pas du tout. J'adore cette BD. Non, mais je suis le... Comment ça? Vous êtes avec le micro, c'est pas vous qui avez fait cette BD quand même. Bah si. Puis elle a pas voulu de dédicace. Ah ouais. Bon, c'est comme ça. Donc ouais, juste, on va peut-être Pour revenir à la société des explorateurs c'est juste que c'est vrai que c'est une société là qui mérite de bouger. Ouais. Alors peut-être ce terme de groupe à l'intérieur de la CEF, des exploratrices, pour moi, il signifie aussi un appel du pied pour un changement. Et on verra la forme que ça prend, mais aussi de légitimation de tous les membres en fait, de la CEF. Pas que en fait les têtes de file dont on entend toujours parler, mais peut-être aussi tous ces individus, et peut-être de mettre un accent sur les femmes. Ça va permettre aussi de dire en fait la CEF, c'est énormément de gens qui font énormément de choses très différentes, et pas que des exploits dont on en a toujours parlé. Le message est lancé. Je finis toujours un peu par deux dernières questions qui sont les mêmes pour tout le monde, mais t'as un règle. Et la mort et la fin dans tout ça? Oh, ça existe. On vit avec. C'est tout. Donc, et je pense que c'est ça qui fait qu'on vit, fait les choses qu'on fait, parce que c'est là qu'on a la saveur de nos existences. Enfin, si on n'a pas ce temps limité dans nos vies, c'est ce qu'on a de plus précieux. En fait, c'est ce temps jusqu'à cet instant de mort. Donc, il faut l'occuper, l'organiser pour être qui on est. On n'a pas tant de temps que ça. C'est important de le prendre en compte, la mort. Ça fait partie de la vie. Merci, Mélusine. Merci.
Merci à tous d'écouter le podcast Septentrion, là où souffle l'aventure. Rendez-vous bientôt sur les plateformes avec un nouvel invité. Et comme disait mon grand-père, Kenavo.